l'actualité de ce jeudi, drame de Kafountine, le procureur de Ziguinchor annonce l'arrestation de 7 personnes dans le cadre de l'enquête. On connaît également le nombre de Sénégalais impliqués. On vous explique tout dans cette édition. Alerte noyade, 31 morts enregistrés depuis le début de l'année. L'association des maîtres nageurs tire la sonnette d'alarme. À la une également, la Fédération des syndicats de la santé fustige le non-respect de la généralisation de l'indemnité de logement. Les travailleurs réclament également le paiement de la dette hospitalière. Et puis la DER de Moustapha Niasse ou le crépuscule d'un dinosaure politique. Le progressiste quitte l'Assemblée nationale après une décennie au perchoir. Son bilan, son parcours, nous ferons le point dans cette édition. Sept personnes interpellées dans le cadre de l'enquête du chavirement de la pirogue à Cassel, à Kafountine précisément dans le sud. Le procureur de Ziguinchor a livré plus de détails dans cette affaire cet après-midi à l'occasion d'un point de presse. Le voici avec notre équipe dans le sud. 27 juin 2022, à 7 h, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Djouloulou ont cette fois-ci été informés du chavirement d'une pirogue qui transporterait des candidats à l'émigration clandestine à hauteur des îles de Ilol et de Cassel relevant de la commune de Kafountine. Un transport immédiatement effectué sur les lieux a permis aux gendarmes de constater que la pirogue avait pris feu et ils ont pu secourir un groupe de 88 migrants dont une femme. 13 personnes avaient subi des brûlures. La répartition des rescapés, selon la nationalité, il y avait 67 Sénégalais d'origine diverse, 4 rescapés de nationalité nigériane, 8 rescapés de nationalité gambienne, 3 rescapés de nationalité bissau-guinéenne et 8 rescapés de nationalité guinéenne, mais de Conakry. L'action des sapeurs-pompiers avait permis de retrouver 4 autres rescapés de nationalité sénégalaise qui s'étaient cachés à l'intérieur des ballons, ce qui portait donc le nombre de rescapés à 92, dont 69 Sénégalais. Les sapeurs-pompiers ont également repêché, au jour d'aujourd'hui, 30 juin 2022, un total de 15 corps sans vie, pour l'essentiel en état de décomposition très avancé. Alerte noyade, 31 morts par noyade sont enregistrés depuis le début de l'année. L'annonce est faite par le président des maîtres nageurs et sauveteurs du Sénégal. Malgré le drame qui s'est passé à la plage de Lagrosse, les populations continuent de fréquenter les plages interdites, à l'image au niveau par exemple de la BCAO, une situation qui inquiète beaucoup l'association des maîtres nageurs et sauveteurs du Sénégal. C'est un reportage de Fatima Touré et Diafaraba. Pour atténuer la canicule, BCAO Plage est prise d'assaut par certaines populations. Malgré l'interdiction de baignade sur ce lieu, beaucoup foulent au pied la mesure. Une situation constatée malgré le drame noté à la plage du lac Rose où 9 élèves ont péri. En ce début de vacances, les maîtres nageurs et sauveteurs se disent inquiets. Le bilan total s'élève à 9 morts par noyade, donc le bilan est devenu vraiment catastrophique. Voilà, donc nous le déplorons. Pour le moment, on a eu 31 morts par noyade dans les plages depuis le début de cette année. Les causes de ces noyades sont multiples, entre autres l'absence de personnes qualifiées pour veiller au grain. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que ces plages-là ne sont pas bien sécurisées. Parce que, bon, en fait, si une plage est fréquentée par des jeunes, donc forcément, il doit y avoir la sécurité. Donc, je veux dire les maîtres nageurs. Donc, nous exhortons aux autorités d'envoyer de la sécurité au niveau de ces plages-là. Sur les 300 maîtres nageurs formés, seuls les 83 sont en service, d'où l'urgence d'un recrutement pour mieux sécuriser les lieux de baignade. Les maîtres nageurs qui sont en service, bon, en fait, s'élèvent à 83 maîtres nageurs. Donc tout le reste
n'ont pas encore eu du boulot. Maintenant, c'est pour cela que nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent recruter ces maîtres nageurs-là, qui sont bien formés, ils sont qualifiés même, pour les envoyer sur le terrain. À chaque période hivernale, beaucoup de personnes meurent par noyade. Les adolescents sont souvent les plus touchés. Les parents sont appelés à redoubler de vigilance en cette période de fin d'année. Merci Fatima. La Fédération des syndicats de la santé fustige le non-respect de la généralisation de l'indemnité de logement. Ces travailleurs réclament également le paiement de la dette hospitalière qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA. La Fédération a tenu une assemblée générale aujourd'hui après avoir constaté le refus de leur marche initialement prévue. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Conté et Alun Diagne. À la place d'une marche, ils ont organisé une assemblée générale. Les travailleurs de la santé réunis autour d'une fédération des syndicats de la santé réclament une indemnité de logement élargie à tous les agents. Ces travailleurs s'indignent que tout le personnel de santé ne puisse pas bénéficier de cette indemnité, une ségrégation qu'ils fustigent jusqu'à leur dernière énergie. Pour les 8000 agents, il y a moins de 5000 qui ont bénéficié de cette indemnité de logement. Non seulement l'indemnité de logement qu'ils nous ont donnée est dérisoire, 50 000 francs, vous ne pensez pas avoir une seule chambre ici à Dakar à 50 000 francs. Et pourtant, on a parmi nous des corps militaires ou paramilitaires qui sont moins gradés que nous, à qui on a donné 200 000. Mais nous ne voulons même pas faire de comparaison. Mais au moins les 50 000 pour lesquels ils se sont engagés, au moins qu'ils les respectent. Mais aujourd'hui, plus de la moitié de ce personnel n'a pas perçu. Ces agents de santé demandent aussi à l'État de payer la dette hospitalière qui actuellement bloque tout le système dans les hôpitaux. Donc nous pensons que c'est un système global. On doit tenir compte de tout le monde. Et c'est ça que nous avions dit. D'autant plus que le montant n'est pas assez. 5 000 personnes, 50 000 francs, c'est combien? 250 millions. Est-ce qu'il y a un État 250 millions? Ce n'est rien du tout. C'est un manque de volonté notoire. C'est pour ces raisons qu'ils nous restent dans cette situation, parce qu'ils ne se soignent pas ici. Mais 250 millions, c'est quoi? Ce n'est absolument rien pour un État. Pour le moment, le combat ne fait que commencer pour ces agents de santé, disent-ils, qui comptent se battre pour le respect de leurs droits. Nous avons constaté que l'État a développé des politiques de gratuité. Si vous êtes dans une structure hospitalière, vous ne pouvez pas du tout faire payer tout le monde, en tout cas à ses frais. Tout le monde paye, mais c'est ce qui paye à leurs frais, qui sortent de leur propre poche, ne font pas 3 sur 10 malades que vous recevez. Les autres, c'est le plan Sésame. Donc, il y a l'Agence pour la couverture maladie universelle. Mais quand vous bénéficiez des services et que l'État reste pendant 2-3 ans sans rembourser, mais ça va poser des problèmes dans le cadre du fonctionnement. Aujourd'hui, vous allez dans l'hôpital, le malade paye tout. Même les Kazakhs qui sont utilisés par les chirurgiens, ceux qui sont au niveau du bloc, c'est le malade qui les paye. Nous parlons, les gens ne sont pas à mon désir de nous rembourser. Mais au moins si cet argent-là était remboursé au niveau des hôpitaux. Parce qu'il y a des hôpitaux où l'État reste devoir presque 3 milliards ou 4 milliards. Ce sera un ballon d'oxygène qui permettra aux services de pouvoir fonctionner correctement. Dans l'actualité sociale, toujours à Ziguinchor, les enseignants de la coordination SAES de l'université Hassan Sek ont décrété 48 heures de grève non renouvelable. Ils réclament entre autres le paiement des heures supplémentaires, des voyages d'études, mais aussi des cours en ligne. Le secrétaire général SAES, Alpha Oumarba, avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjang. Par ma voix, la coordination du SAES de l'université Hassan Sek de Ziguinchor attend encore avec empressement les montants qui lui sont dus après tous les sacrifices consentis et la patience notée. Il s'agit des heures complémentaires, des cours mis en ligne, des missions préfinancées, de l'avancement de carrière, des voyages d'études 2021-2022 et de la dette due au restaurant du SAES. Vous l'aurez compris, l'attente aura été longue et l'exaspération devenue manifeste, ce qui justifie ces 48 heures non renouvelables de grève décrétées en guise d'alerte. Ainsi, les militantes et les militants de la coordination du SAES de l'université Hassan Sek de Ziguinchor exigent de rentrer dans leur fonds dans les plus brefs délais. Si tel n'est pas le cas,
Ne soyez pas surpris par un durcissement de ton qui n'exclurait pas un boycott systématique de l'examen de baccalauréat 2022 se profilant à l'horizon. Des crispations, de la tension politique, la société civile se félicite de l'apaisement, du climat d'apaisement. Après avoir convaincu Yahya Hassan-Lui de surseoir à sa manifestation, les leaders de la société civile vont continuer à présent le plaidoyer en faveur de la tenue des législatives dans un climat pacifique. Habib Faye, Jafaraba. Cap vers les élections, c'est désormais la priorité de Yahya Hassan-Lui qui assure s'y tourner résolument. Si sa liste nationale de titulaires a été rejetée, sa liste de suppléants, elle, est validée. Une médiation de la société civile a permis d'apaiser le climat politique au Sénégal. Je pense que ça crée un grand souffle de soulagement. Nous avons eu également les chefs religieux, mais bon, nous, on a comme l'habitude de faire également des médiations, de voir les gens. Nous les avons rencontrés, mais c'est vraiment ce concours de circonstances qui a fait intervenir pas mal d'acteurs, qui a été déterminant vraiment dans la décision de Yahya. In fine, je dis que donc c'est une décision stratégique et responsable de la part de Yahya d'avoir décidé finalement de surseoir à sa marche et de participer aux élections. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir des députés à l'Assemblée nationale. Les nuages qui assombrissent l'horizon électoral au Sénégal semblent se dissiper progressivement selon eux. Une rencontre avec l'ensemble des coalitions en quête de chaises à l'hémicycle est prévue. On se rappelle que Wade, à un moment donné de l'histoire, avait demandé une riposte même vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais il est revenu pour dire « je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au pouvoir ». Et in fine, il est arrivé au pouvoir par d'autres moyens. Donc je pense que ce n'est pas seulement par la terreur et la violence qu'on arrive au pouvoir. C'est en parvenant à convaincre les Sénégalais sur ces projets politiques. Nous sommes en train de nous organiser. Nous allons rencontrer toutes les autres coalitions. On a commencé à demander d'abord à Benno Bokk Yakaar, à Aar Sénégal, où nous les avons tous contactés. Et toutes les coalitions, nous allons les rencontrer. Mais le plaidoyer, c'est d'avoir des élections transparentes, c'est extrêmement important. Des organisations de défense des droits humains, telles que les Forces Vives, ont mis en garde face à une menace réelle pour le droit de manifester au Sénégal. L'organisation dénonce notamment des arrestations arbitraires lors des derniers rassemblements. Et pour le dirigeant apériste, la Diop, l'état de droit a pris le dessus. Il était tout à l'heure en conférence de presse. L'apériste magnifie la participation du chef de l'État Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'UA, au sommet du G7, un sommet qui a consacré près de 600 milliards de dollars à l'Afrique en termes de retombées. Dans l'actualité politique également, le crépuscule d'un dinosaure politique, Moustapha Niasse. La séance plénière pour le débat d'orientation de ce jeudi marque la fin, vous le savez, de la 13e législature, mais aussi la retraite de Moustapha Niasse, un homme pétri de valeurs, un républicain hors pair selon ses collègues députés. Le président Moustapha Niasse, vous le savez, qui a dirigé l'institution durant une décennie. Ibrahima Kane et Mardiang. De la carrière parlementaire de Moustapha Niasse a sonné. Ce jeudi, l'homme préside la dernière session dans sa vie de député. Ses collègues sont unanimes. Un grand serviteur de l'État va quitter l'hémicycle avec le sentiment du devoir accompli. La chose qui le caractérise le plus, c'est que c'est un croyant. Il croit en Dieu. Au-delà de cela, c'est quelqu'un qui a une très grande culture. Une culture, il a fait ses humanités. De formation première, c'est un juriste, ce qui certainement l'a beaucoup aidé à diriger avec brio cette Assemblée nationale. Mais je dois dire que le président Niasse est un homme d'une grande culture qui a une pleine maîtrise des textes qui régissent l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai connu pour des raisons strictement personnelles, à la limite subjectives, puisqu'il a eu des relations particulières avec le président Baye Jacques Diop qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était des hommes de grande valeur, c'est des hommes de grande valeur. Et le président Moustapha Niasse en est un exemple. Quand il est venu, il a conforté cette image de l'Assemblée nationale du Sénégal, où quand bien même les débats peuvent être houleux, quand bien même les investis peuvent être là, lui, il est toujours resté en posture de sérénité pour reconnaître les droits des uns et des autres et faire en sorte que l'Assemblée assume la mission constitutionnelle que la République lui a dévolue. Pour ces parlementaires,
Le magistère de Moustapha Niasse est surtout marqué par une volonté sans faille de respecter, mais également de faire respecter l'institution. Il n'a eu comme bréviaire, comme seul bréviaire, que le règlement intérieur qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en reconnaissant les droits à l'opposition, mais aussi en reconnaissant les droits de la majorité. Et à chaque fois, dans les séquences importantes de notre vie parlementaire, il a toujours brandi le règlement intérieur qui était sa Bible dans le fonctionnement de l'institution parlementaire. C'est un homme qui est profondément républicain qui croit à la République, qui croit aux valeurs de la République et qui, à tout instant, est un défendeur des institutions de la République. Voilà l'homme. Figure clé de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse, qui aura passé 2 mandats à la tête de l'hémicycle, a décidé de prendre sa retraite en politique. Il vaut 10 ans au perchoir, 55 ans au total au sein de la République. Il a servi sous les 3 régimes et donc les 4 présidents du Sénégal. Son parcours élogieux, parfois mouvementé, dans ce récit de Marcel Farba-Maroun. La séance plénière de ce jour à l'Assemblée nationale est donc la dernière que dirige Moustapha Niasse, l'une des figures emblématiques de la politique au Sénégal. Un personnage qui a la particularité d'avoir servi les 4 présidents du Sénégal. Né le 4 novembre 1939 à Keur Madiabel, Moustapha Niasse sort major de sa promotion à l'École nationale d'administration, ex-ENAM, en 1967, avant d'être nommé directeur de cabinet du président Léopold Senghor en 1970, à l'âge de 30 ans. Devenu ministre des Affaires étrangères en septembre 1979, après avoir été brièvement ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Environnement en mars de la même année, il conserve ce poste à l'arrivée du président Abdou Diouf en 1981. 2 ans plus tard, il est nommé Premier ministre, mais sera à la tête de la primature 26 jours durant, avant que le poste ne soit supprimé. Son retour sur la scène politique arrive en juin 1993, période durant laquelle il est nommé à nouveau ministre des Affaires étrangères jusqu'en 1998. Le divorce intervient définitivement avec le régime socialiste en 1999, lorsqu'il décide de créer l'Alliance des Forces de Progrès, après avoir été oublié au poste de secrétaire général du Parti socialiste en 1996, lors d'un congrès sans débat qui placera Ousmane Tanor Dieng comme dauphin d'Abdou Diouf. 3e en 2000, il soutient le candidat Wade au second tour lors de la première alternance démocratique du pays. Nommé Premier ministre, il occupera ce poste encore rapidement, le temps d'une année à peine, 11 mois plus exactement. À nouveau candidat en 2007 puis 2012, il soutient cette fois le candidat Macky Sall face à Maître Wade lors de la 2e alternance. Recasé politiquement sous le régime Macky Sall, il totalise 10 ans au niveau du perchoir. À 82 ans, le futur ex-président de l'Assemblée nationale n'a pas terminé sa carrière politique comme il l'a déclaré ce jeudi au quotidien Le Soleil. Reste à savoir désormais quel rôle il aura occupé après 55 ans de bons et loyaux services au sein de la République. Moustapha Niasse, un homme qui a blanchi sous le harnais. Merci beaucoup Marcel. L'Assemblée nationale a tenu sa dernière session unique ordinaire ce matin. Les parlementaires ont mis sur la table du ministre des Finances les différentes préoccupations et ont tenu à rendre hommage au président Moustapha Niasse. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Pape Sango Dembaye. C'est le lieu pour les parlementaires de poser des doléances et au ministre des Finances d'apporter des réponses aux différentes préoccupations. Cette session unique, qui est sûrement la dernière, est aussi l'occasion de faire le bilan. Nous sommes rassurés. Les perspectives nous donnent espoir. Également, nous avons pu constater les énormes progrès réalisés, la souveraineté budgétaire, la bonne santé de nos finances, mais également donc tout ce qui a été la croissance, le taux de croissance qui est soutenu. Ces parlementaires ont été les premiers à représenter la diaspora dans l'hémicycle. La tâche n'a pas été facile, mais ils se réjouissent des efforts consentis pour satisfaire les doléances de la 15e région. En tout cas, pour une première, nous dirons que nous avons fait un bilan largement positif. Pourquoi un bilan positif? Parce que quand nous étions venus, notre objectif, c'était de voir comment on pourra représenter dignement ces Sénégalais de la diaspora. Et Dieu sait qu'on a fait autant que faire se peut, malgré les moyens qui nous sont assignés. C'est une fierté, c'est un honneur. Mais nous ne valons pas plus que ces Sénégalais qui nous ont élus et que nous représentons. Je pense que
nous avons pu relever un défi. Parce que beaucoup de nos compatriotes ne connaissaient pas les difficultés de ces Sénégalais et nous les avons portés à l'Assemblée nationale. Durant toutes ces législatures, on a vu que le traitement de la diaspora s'est amélioré. Les prochains députés de la diaspora auront moins de difficultés. Ils vont poursuivre l'œuvre déjà accomplie. Comme c'est une première, donc nous disons que peut-être c'est nous les cobayes. Donc, quand il s'agit de début, c'est toujours difficile, c'est pas facile. Il y aura des améliorations, mais d'emblée, on aimerait que vraiment le règlement intérieur de l'Assemblée, les changements ont démarré, mais on aimerait que ça se poursuive. Et aussi arriver à ce que, par exemple, la Commission des affaires étrangères nous revienne d'office pour la diaspora. Les parlementaires ont tenu à prier pour leurs collègues disparus, mais aussi à rendre hommage au président Moustapha Niasse. Ce dernier va prendre la parole après le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, invité d'honneur, pour adresser un message d'adieu à ses collègues. Nous avons beaucoup appris à ses côtés. Merci beaucoup Alassane. Comment rendre les actes administratifs disponibles à temps pour les fonctionnaires? Tel est le souci du ministère de la fonction publique. Pour faire face aux lenteurs notées dans l'administration sénégalaise, le ministère lance Girafe 2, gestion intégrée des ressources administratives et fonctionnaires de l'État, une version électronique de tous les actes d'administration des agents de l'État, une version qui va réduire le déplacement des travailleurs. Compte rendu Mamadou Fall et Youssou Barro. Les lenteurs administratives, une gangrène pour la fonction publique. Pour y remédier, le dit ministère a une nouvelle version permettant le traitement électronique de tous les actes administratifs. Cet important axe de modernisation de l'administration est inscrit en priorité dans la mission du programme d'appui à la modernisation de l'administration PAMA dans sa contribution à la réalisation des objectifs de renouveau du service public énoncés dans le plan Sénégal émergent. Un défi à relever afin de réduire le déplacement des agents au niveau du ministère et des services déconcentrés. Le défi est d'assurer dans toutes les localités du territoire national un accès rapide et à moindre coût des services publics aux usagers. Ainsi, la transformation de l'action publique, en plus d'améliorer les conditions de travail des agents publics, a pour objectif principal d'offrir des prestations de meilleure qualité aux usagers du service public et d'optimiser l'emploi de la ressource publique. Girafe 2 est venu à son heure pour tous les travailleurs. L'effectivité de la nouvelle version de la plateforme Girafe 2 permettra sans nul doute de réaliser des économies de temps pour les enseignants et les agents de la division des enseignants du ministère de la fonction publique, mais également de préserver le quantum horaire, mais surtout d'éviter aux enseignants de se déplacer pour des vérifications. Le ministère de la fonction publique adopte des innovations pour moderniser l'administration sénégalaise. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, dans le cadre de la décentralisation de ses services en direction des opérateurs économiques et des porteurs de projets, a procédé ce jeudi à la réouverture officielle de l'antenne de Rufisque. Par cet acte, la Chambre de commerce offre des services de proximité aux jeunes et femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat dans un contexte de relance économique. Écoutons là-dessus le président Abdoulaye Sow avec Youssou Barro. En termes donc de contenu, c'est une stratégie donc, qui tourne autour de 4 axes, donc, notamment sur le développement donc, de l'offre exportable, la promotion donc, des exportations pour mieux faire connaître nos produits, mais aussi le développement en tout cas la valorisation en tout cas des produits qui sont exportés. Parce que comme vous le savez aussi, les produits que nous exportons ne sont pas très diversifiés et il y a aussi peu de valeur donc, dans nos exportations. Aujourd'hui, l'objectif c'est surtout de renforcer les exportations, de les développer en mettant aussi l'accent sur l'ajout de valeur, donc sur la transformation des produits, donc pour augmenter en tout cas les
ressources que nous tirons donc de ces exportations-là et un peu rééquilibrer la balance de paiement. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Nous y revenons dans nos prochaines éditions. En agriculture, au Sénégal, des acteurs récompensent les meilleurs porteurs de projets innovants pour l'agriculture, l'élevage et la pêche également. Il s'agit du concours Youth Africa destiné aux jeunes entrepreneurs africains. Lancé il y a plus de 3 semaines, cette compétition entre start-up est tournée vers l'agritech. L'objectif de l'initiative est d'accompagner les jeunes et des femmes qui utilisent la technologie pour réimaginer l'agriculture et la production alimentaire en Afrique. Écoutons là-dessus Abdou Karim Gueye avec Iboudouf. Le même cas dans tous les pays africains, mais on sait que par exemple dans certains pays, ce sont les femmes qui sont les plus présentes dans le secteur de l'agriculture et qui ont le moins de revenus. Donc nous avons dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'inclusion des jeunes dans l'agriculture. Et pour ce faire, nous avons réfléchi à des incitations comme les prix Africa Challenge AUT pour permettre en tout cas au pays de faire ressortir tout le talent qui existe au niveau de la jeunesse africaine. Nous savons qu'il y a des innovateurs qui sont présents dans notre pays, mais qui ne sont pas très connus ou qui ne bénéficient pas de suffisamment de soutien pour faire en sorte que leur entreprise puisse prospérer et servir l'économie et la société en général en Afrique. Et venons-en à notre reportage consacré aux préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée le 10 juillet prochain. En cette veille de fête, les marchands rivalisent d'astuces pour attirer la clientèle. Si certains favorisent le mégaphone, d'autres optent carrément pour du matériel lourd de sonorisation. Et vous allez le voir, ce qui provoque une sacrée ambiance dans les marchés. Reportage Mariem Diaye et Diafaraba. Préparation de fête de Tabaski au marché HLM. Presque tous les magasins ont une sonorisation avec du malard très animé. Ce commerçant nous dit utiliser cette animation pour attirer la clientèle. C'est dans cette ambiance que nous attirons les clients. La musique attire beaucoup de monde. Nous avons quelqu'un qui nous loue le matériel, nous l'installe et après, nous déroulons. La musique nous permet de vendre. Elle attire même les clients qui sont dans les voitures. Cela ne semble pas déranger certains clients qui pensent que c'est un bon moyen pour les faire patienter entre deux commandes. Non, parce que j'ai beaucoup duré ici, mais avec la musique et l'ambiance, ça me permet de gagner du temps et de ne pas stresser aussi. Oui, c'est ça aussi. Le temps passe vite aussi avec l'ambiance. Mais le prix de la location est très souvent salé. Certains déboursent jusqu'à 10 000 francs par jour. La location du matériel est quand même un peu chère. Les prix varient entre 8 000 et 10 000 francs la journée. Le matériel de sonorisation est devenu familier dans le décor des magasins au marché HLM, ce qui semble faire l'affaire des commerçants et des clients qui pensent que c'est un moyen pour détendre l'atmosphère. Ainsi, beaucoup de propriétaires qui n'ont pas voulu s'exprimer face caméra nous disent se frotter les mains. Merci Mariem. Venons-en à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse au roman de Aïssatou Dieng, Kassé, Chemin d'école. L'ouvrage retrace l'histoire de Néné, une jeune fille détachée de sa famille dès le sevrage pour être confiée à sa marraine. Note de lecture, Iboudouf Amadouba. Un ouvrage de plus pour parler de l'école dans sa globalité. À travers ses différents paramètres, quelques lignes pour prouver que l'école n'est pas la seule voie de socialisation, une production qui a permis à l'auteur de citer d'autres variables alternatives. Donc il y a eu une trame romanesque certes, portée par une jeune fille, Néné, et qui a eu à connaître beaucoup de vicissitudes dans la vie, beaucoup de difficultés, mais quand même qui est parvenue à
se réaliser et à réaliser son rêve. Voilà pourquoi Aïssatou Dieng parle de l'école en mettant en avant chemin avec S en d'autres termes pour prouver qu'il existe une multitude de chemins. Donc chemin de l'école, c'est une interpellation. Interpellation des parents à une bonne prise en charge de l'éducation des enfants, mais aussi une interpellation du système éducatif à travers beaucoup de difficultés qui ont été évoquées et qui émanent du système. Avec une expérience avérée dans le domaine de l'éducation, l'auteur est toujours motivé quand il s'agit de la formation. Et on a toujours besoin d'une éducatrice à ses côtés. On a toujours besoin d'une enseignante à ses côtés. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne suis point dépaysée, puisque au moment où j'écrivais cet ouvrage de 250 pages et plus, j'étais au ministère du Tourisme. L'œuvre littéraire dont il est question ici n'est pas le fruit du hasard. Chemin d'école participe aussi à la promotion de l'éducation des filles et de l'attachement de l'auteur à la dimension littéraire. Enfin, mon père m'a beaucoup orienté vers la lecture, de bonne lecture. Et au fur et à mesure que je lisais, ma passion pour la lecture s'agrandissait. Et voilà que peut-être que c'est le premier ouvrage que j'ai publié, mais j'ai beaucoup écrit. L'épreuve de langue et communication de l'examen du CFE de cette année est tirée du roman Chemin d'école, qui retrace l'histoire des nénés avec l'impact de l'école occidentale qui a changé également sa vie. Merci Ebou. Dans l'actualité sportive, football CAF Awards 2022, le Sénégal a 5 candidats parmi les postulants au titre de joueur de l'année. Il s'agit d'Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy, Saliou Ciss et Sadio Mané, grand favori. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, champion d'Afrique, part favori également pour le titre de l'entraîneur de l'année. Pape Matar Sarr, le milieu de terrain des Lions, postule lui pour le titre de meilleur jeune joueur 2022. Football toujours, CAN 2022 au Maroc. L'équipe nationale féminine du Sénégal vise le podium pour son retour à la Coupe d'Afrique. Un objectif à la portée des Lions selon plusieurs observateurs. Cher Sadibou Diarra. De retour à la CAN, après 10 ans d'absence, l'équipe nationale féminine du Sénégal est parée pour faire mieux qu'à sa première participation. Son effectif donne espoir dans le groupe A de la CAN 2022. Cette équipe peut mettre en avant son jeu collectif et déjà mettre en avant aussi une performance réalisée il y a 2 ans de cela en Sierra Leone, parce que l'équipe du Sénégal féminine est championne de la zone 2. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du football féminin sénégalais. Cette équipe-là peut dire aussi qu'elle peut s'appuyer sur un championnat régulier depuis quelques années et aussi sur des joueuses qui ont un peu d'expérience. Elle peut compter sur 5 à 6 expatriés qui évoluent en France pour la plupart du temps. En plus de cela, les compétitions sont régulières, donc c'est des filles qui vont en phase finale de CAN avec beaucoup de compétitions dans les jambes. Ça, c'est un autre avantage. Ensuite, ils sont avec un entraîneur qui a travaillé assez longtemps avec eux. Les Lions, autour d'une bonne préparation, avec un seul revers en 4 rencontres, espèrent même atteindre le podium. Un objectif à leur portée. Le meilleur baromètre de cette équipe du Sénégal, c'est les 2 matchs amicaux qu'elle a livrés contre le Cameroun, très récemment à Douala, mais aussi, c'est vrai, l'élimination du Mali, parce que le Mali a été demi-finaliste de la précédente CAN qui s'est jouée en 2018. Donc cette équipe est outillée pour faire une meilleure performance que celle de 2012. Maintenant, aller au 2e tour, c'est le premier objectif. Se qualifier dans le carré d'as, pour moi, ce serait une grosse performance. L'équipe nationale féminine du Sénégal, au Maroc depuis mercredi, va débuter sa compétition dimanche face à l'Ouganda avant de rencontrer le Burkina Faso mardi, puis de terminer par le choc contre le Maroc le vendredi 8 juillet.
C'est cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. À suivre en deuxième partie de soirée sur TFM, une édition spéciale avec Abdoulaye Cissé aux manettes sur le thème État de droit, l'administration de la justice en question. Abdoulaye Cissé recevra donc le magistrat Cheikh Tidiane Lam, le professeur Amsatou Sao Sidibé et Alioune Tine, fondateur d'Africadium, et l'avocat maître Ousmane Sey du Beaumont pour revenir sur cette actualité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit, mais tout de suite, la deuxième partie de Soir d'Info avec Binta Diallo qui reçoit ce soir l'expert électoral Mamadou Seck. Excellente suite des programmes sur TFM.